du mérite et de l'excellence qui sont autant de valeurs devant servir de boussole à l'Afrique pour son intégration, son unité et sa renaissance dans un monde marqué par les égoïsmes nationaux et la recherche effrénée du profit. En effet, votre mission est noble, car en célébrant le mérite, elle fait notamment la promotion de la culture de l'émulation contre le péché capital de l'envie, celle du travail contre le péché capital de la paresse. Mesdames et messieurs, le thème de la présente conférence, bonne gouvernance dans l'espace des grandes chancelleries de l'Afrique francophone subsaharienne et de France, au rôle de la femme, est d'une importance capitale. La bonne gouvernance constitue en effet un déterminant indispensable pour toute action de développement. Elle se mesure à travers le respect du droit et des droits humains, la transparence et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption, la promotion de la démocratie et le développement participatif et durable. La 6e conférence met en exergue le rôle de la femme dans la promotion de la bonne gouvernance, d'où cette annonce du grand maître des ordres nationaux du Niger. Au Niger, notre politique de discrimination positive en faveur des femmes nous a amené à réserver aux femmes un quota de 25% pour les postes nominatifs et 10% pour les postes électifs. C'est conscient de la nécessité de redoubler d'efforts et d'associer les femmes à la gestion de la cité que je prendrai bientôt une initiative pour demander au Parlement de voter une loi en vue d'accroître le quota pour les mandats électifs réservés aux femmes pour le porter au-delà de 10%. Par ailleurs, le gouvernement nigérien a intégré les questions de genre dans ses priorités de développement définies dans le programme de développement économique et social PDS qui a reçu le soutien total des partenaires au développement. La 6e conférence des grandes chancelleries reste une occasion de partage d'expériences et de connaissances entre les différentes délégations. Le rôle de cette institution sera connu davantage et son image rehaussée pour une croissance basée sur le mérite. À l'hémicycle, les travaux ont repris ce matin sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale après examen et adoption du projet de compte rendu sommaire de la séance du samedi 19 octobre 2013. La commission des finances et du budget a demandé la suspension des travaux jusqu'à demain, mardi 22 octobre, avec à l'ordre du jour examen et adoption du projet de loi organique déterminant le traitement de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles et la proposition de loi modifiant et complétant les avantages accordés aux responsables et aux autres membres de la Haute Cour de justice. Ouverture ce matin au Conseil supérieur de la communication CSC de la session ordinaire du mois d'octobre. Les conseillers du CSC auront au cours de cette session à examiner et adopter plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, entre autres la désignation des représentants du CSC au sein du comité ad hoc, de relecture de certains textes relatifs à la communication. C'est le président du CSC qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Compte rendu, Raïl Tchegou et Tahirou Hassan. L'examen et l'adoption du projet verbal de la session ordinaire du mois de septembre 2013, les informations sur le Conseil supérieur de la communication CSC, la désignation des représentants du CSC au sein du comité ad hoc, la relecture de certains textes relatifs à la communication, l'examen et l'adoption du projet des cahiers de charges des services de radiodiffusion sonore privée et les questions diverses sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire du CSC. Au cours de la présente session, les conseils du CSC se pencheront plus largement sur le quatrième point qui est l'examen et l'adoption du projet de cahier des charges des services de radiodiffusion privée sonore. C'est pourquoi, en procédant à l'ouverture de ces assises, le président du CSC a tenu à rappeler aux conseillers la nécessité et les avantages pour le secteur médiatique de disposer d'un cahier de charges qui est une exigence légale. Le cahier de charges a aussi d'autres avantages, à la fois pour la radio, mais aussi pour les régulateurs. Pour ce qui concerne les médias, la signature du cahier de charges permet
aux médias d'être en face de ses responsabilités, puisque le cahier de charges définit les obligations qui incombent à tout média ayant obtenu une autorisation d'exploiter une fréquence. Des obligations en matière de contenu et des obligations en matière de diffusion, des obligations en matière de respect d'éthique et de déontologie. Donc, le média va se sentir beaucoup plus responsable vis-à-vis de ses obligations, et le Conseil supérieur de la communication a aussi un moyen de vérifier le respect ou non du cahier de charges. Parce que, en la matière, l'ordonnance 93 est très claire, le non-respect du cahier de charges peut entraîner le retrait d'une fréquence. Mais jusqu'à présent, au stade actuel, le régulateur ne peut pas procéder au retrait d'une fréquence parce que tout simplement, il n'y a pas de cahier de charges. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais l'objectif, c'est de dire que le cahier de charges nous permet d'établir désormais un partenariat contractuel. En ce sens où, voilà exactement ce qui relève de vos obligations et voilà ce qui relève du devoir du régulateur. Et le partenariat, c'est de faire en sorte que le régulateur veille au respect, rappelle à l'ordre, au besoin, le média, pour que lui-même demain puisse dire, effectivement, moi je respecte le cahier de charges, je respecte mes obligations et par conséquent, je prétends à avoir une autorisation définitive d'exercer. Alors qu'actuellement, vous ne pouvez pas prétendre à l'autorisation définitive parce que justement le cahier de charges n'existe pas. Donc il faut aller vers l'adoption de ce cahier de charges et surtout vers sa popularisation auprès des promoteurs des radios afin que nous puissions passer à la phase de signature et donc à la phase conventionnelle. Pour finir, Abdraman Ousmane a invité le Conseil à examiner avec rigueur le projet de cahier des charges des services de radiodiffusion sonore privée soumis à leur appréciation. Vous pourrez suivre en partie magazine de cette édition l'allocution prononcée par le président de la République, chef de l'État, à l'ouverture des travaux de la 6e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France. Dans son adresse, le président Issoufou, grand maître des ordres nationaux, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement de la promotion de la bonne gouvernance et du genre au Niger relativement à son programme de renaissance. Rendez-vous donc en fin de journal. La première vague des pèlerins nigériens est arrivée tôt ce matin à 5 heures. 503 pèlerins ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, Hassouma Saoudou, et la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Kania Aïchatou Boulama. D'autres précisions avec Gérard Ablaziz et Hamidou Abdellah. Comme annoncé par le commissariat au Hajj et à la Oumra Koho, le transport massif retour des pèlerins nigériens a débuté ce dimanche 20 octobre. Le Boeing 747 qui a effectué le premier vol a quitté Jeddah aux environs de minuit avec à son bord 503 passagers pour atterrir à Niamey à exactement 5 heures du matin. Accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières Hassouma Saoudou, ainsi que de la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Kania Aïchatou Boulama, ces pèlerins se réjouissent de la bonne organisation de l'édition 2013 du Hajj. Nous sommes partis sains et saufs, nous sommes revenus sains et saufs. Nous remercions les autorités de la République, à commencer par le président de la République, Mohamed Youssouf, et son gouvernement. Nous remercions aussi le haut-commissaire, le Bello Zerba, qui n'a ménagé aucun effort pour l'organisation de ce Hajj 2013. Nous l'encourageons, nous demandons au gouvernement aussi de l'appuyer par des moyens. En tout cas, c'est un homme sage, sérieux et juste. Et si le gouvernement lui donne les moyens, je sais que le Hajj du Niger n'aura plus de problème, Inch'Allah. Nous sommes retrouvés au pays en bonne santé. Tout s'est bien passé. À mon niveau, je n'ai pas remarqué d'imperfection, sorte que les vols charters sont ceux qu'ils sont.
Mais Masha'Allah, tout s'est bien passé, merci Dieu. On a quitté effectivement le premier vol le 15 et on est revenu dans le premier vol. Donc le Hajj s'est bien passé, le séjour a été agréable. Le comité, on l'a vu à l'épreuve, donc vraiment ils ont fait de leur mieux. Ils ont bien encadré les pèlerins. On a prié pour nous-mêmes, pour nos parents, on a prié pour tous les pays, pour que la paix règne et que vraiment le Niger aille de l'avant. Tout s'est bien passé donc. L'objectif que se sont fixés les autorités de la 7e République en créant le COHO est largement atteint. C'est d'abord un sentiment de satisfaction. Cette année, le Hajj a été bien organisé. Nous n'avons pas connu les angoisses des années précédentes. Je tiens à féliciter au nom du gouvernement le commissariat au Hajj à la Umrah. Et je pense que nous avons là trouvé la solution pour que le Hajj se passe toujours dans les meilleures conditions. Je souhaite aux pèlerins que Dieu exauce leur vœu et qu'ils rentrent tous, et ceux qui sont là-bas, qu'ils rentrent tous en bonne santé dans leur famille. Le deuxième vol retour est attendu ce lundi. Si tout se déroule normalement, d'ici le 14 novembre prochain, tous les pèlerins nigériens qui sont un peu plus de 11 000 cette année seront de retour au pays. Visite ce matin du ministre de la Jeunesse et des Sports au centre des jeunes de Talagé et Bukoki. Il s'agit d'une visite de prise de contact, mais aussi une visite pour constater le niveau des travaux du maillage territorial des centres des jeunes de l'ambassade de France, Mohamed Djingare et Issouf Samela pour le résumé. C'est une forte délégation conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, composé de l'ambassadeur de France au Niger, le gouverneur de la région de Niamey, les représentants de l'UNFPA et de l'UNICEF, qui a successivement visité les centres des jeunes situés à Niamey. Il s'agit d'abord du Centre national des activités socio-éducatives et culturelles de Talagé, un centre dont la directrice et son personnel sont dévoués pour le bon fonctionnement de l'entité, avec sa bibliothèque et ses différentes composantes et ateliers destinés à la formation des jeunes, notamment les jeunes filles. Le ministre et sa délégation ont suivi avec intérêt toutes les explications sur le fonctionnement du centre. À Bukoti, la délégation a trouvé un centre de référence très opérationnel avec un staff très engagé pour le fonctionnement. Des jeunes des quartiers environnants ont sur place la possibilité de faire des dépistages de ISTV et SIDA, une salle de visionnement et d'écoute, une radio communautaire, sans oublier la ligne verte initiée depuis quelques années, servant de solution aux problèmes des jeunes concernant surtout leur vie sexuelle. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet maillage territorial des centres de jeunes de la coopération française à travers son fonds de solidarité prioritaire FSP volet jeunesse. Il s'inscrit dans le cadre de l'appui à la définition de la mise en œuvre des politiques locales de jeunesse. C'est une évidence de dire que la jeunesse est une priorité au Niger. Le Niger est un pays très jeune et donc il nous est apparu important de pouvoir soutenir les centres qui sont destinés aux jeunes dans tout le pays. Une initiative salutaire, le maillage territorial des centres de jeunes, puisqu'il vise la réhabilitation de 50 centres à travers le pays. D'ici décembre, nous allons passer à la rénovation de 11 centres, 4 à Niamey, ça a déjà commencé, et un centre à l'intérieur du pays, donc au niveau de chaque région. Donc pour cela, je remercie infiniment son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Niger. J'ai voulu que de visu, il voit l'intérêt que nous portons à ce que la France met à notre disposition pour nous occuper de notre jeunesse. J'irai plus loin en disant merci aux autres partenaires. La représentante de l'UNFPA et celui de l'UNICEF encouragent ce projet de maillage des centres. Ils sont heureux d'accompagner les initiatives de l'État. Des programmes concernant les jeunes leur sont favorables, raison pour laquelle les deux institutions se disent prêtes à réitérer leur concours au profit de la jeunesse nigérienne. En ce qui concerne le gouverneur de la région de Niamey, lui estime que l'existence des centres de jeunes constitue une bouffée d'oxygène pour les jeunes qui constituent l'avenir de ce pays. Nous sommes agréablement surpris donc, de constater que ces deux centres-là sont bien entretenus. En tout cas, la réussite est palpable à ce niveau-là. Nous avons tout simplement souhaité que ce genre de centres-là, qui sont implantés au 4e et au 3e arrondissement, soient vulgarisés donc, dans les autres arrondissements pour que l'ensemble des jeunes de Niamey puissent en profiter.
À l'issue de ces visites, les deux directrices, celles de Taladji et de Bukoti, ont offert des présents aux membres de la délégation ministérielle. Le ministre Abdou Karim Damalam, qui a d'ailleurs lancé un appel aux autres centres de jeunes afin d'emboîter le pas à Taladji et Bukoti, où la visite a été concluante. Le Conseil d'État a statué ce jour 21 octobre 2013 en séance délibératrice sur le référé introduit par M. Umaru Dogari relatif à sa révocation de la présidence du Conseil de ville de Niamey. Après examen de la requête et des motifs, le Conseil d'État a rejeté la requête. Pour plus d'informations, nous avons le directeur du contentieux de l'État, M. Ibro Zabé. Bonsoir Sadi. Comme vous l'avez annoncé, le Conseil d'État a rendu sa décision ce matin, donc aujourd'hui 21 octobre 2013, relativement à la requête à référé introduite par M. Moumoun Dogari relativement à sa révocation. Cette requête à référé vise à demander un ceci à l'exécution de la décision, c'est-à-dire du décret pris par le président de la République. Le Conseil d'État a rejeté ça comme étant mal fondé. Comme vous le savez, en matière de référé, la condition préalable, c'est qu'il y a urgence. Comme je l'ai dit ce matin, il n'y a pas d'urgence à maintenir quelqu'un dans des fonctions alors qu'il lui est reproché des faits graves. Donc, si le temps nous le permet, je pense qu'il est nécessaire de revenir un peu par rapport à la polémique qui a été entretenue le samedi passé à l'Assemblée nationale. Polémique tendant à faire croire à l'opinion nationale qui, dans le cadre de cette procédure, l'État n'a même pas daigné se faire représenter par ses agents ou par des avocats. Bon, c'était à dessein parce que ceux qui le disaient sont des professionnels du droit. C'était vraiment à dessein qu'il le disait. L'État d'abord n'est pas tenu d'être présent à cette audience qui est une procédure essentiellement écrite, une procédure au cours de laquelle même si les parties sont présentes, elles ne sont pas habilitées à prendre la parole sauf sur une autorisation spéciale du président de la Cour du Conseil d'État qui peut tout naturellement refuser même cette demande. Et cette